Mon père, qui était avocat, avait un rapport un peu désenchanté à son métier. Il me disait souvent « Tu sais, faut pas confondre le droit avec la justice ». Il disait « En fait, tu trouveras pas plus éloigné de la justice que le droit ». C'est à la fois un peu caricatural et en même temps c'est pas complètement faux. Ce qu'on applique dans un tribunal, c'est le droit. C'est des règles de droit, pas des règles de justice, entre guillemets. Pour rendre justice, un juge fait appliquer le droit. Et selon les situations, les perspectives, cette application va nous paraître juste ou pas. C'est subjectif. Donc, s'agissant de justice, il vaut mieux ne pas trop attendre d'un tribunal. En particulier s'agissant des crimes qui sont liés au corps, au ventre des femmes. Et s'il a fallu des siècles en Europe pour éloigner le droit de ces corps, l'actualité récente avec la pénalisation de l'avortement aux États-Unis par exemple, eh bien cette actualité montre que le droit ne reste jamais bien loin du ventre des femmes. Et les fluctuations de ce droit traduisent des mouvements de société. Les figures comme Gisèle Halimi, Simone Veil en France ou Willy Peers en Belgique, qui se sont battues pour le droit à l'avortement, sont bien connues. Mais il y a un autre enjeu, au moins aussi important, fondamental, que l'histoire n'a pas retenu. C'est celui de la contraception. Et pourtant, c'est avec la contraception que les femmes reprennent pour la première fois le contrôle de leur corps et éloignent la justice de leur ventre. C'est la contraception, comme le dit Simone Veil, c'est la contraception le grand tournant dans l'histoire des hommes et des femmes, la révolution dans la maternité. Et c'est, là aussi, un procès qui va allumer la mèche, qui va initier le combat. Un procès oublié peut-être parce que, à la différence de celui de l'IVG, personne, ni l'opinion publique, ni les médias, n'était du côté de la femme qu'on accusait. Un procès qui réunit autour d'un drame deux femmes que tout oppose et dont la rencontre va pourtant permettre, des années plus tard, de légaliser la contraception en France. Ginette Bach et Marie-Andrée Lagroix-Veil-Hallé forment cet improbable binôme. La première est une jeune femme de 25 ans, d'origine modeste, accusée avec son mari en 1953 d'être responsable de la mort de l'un de ses nombreux enfants. La seconde est une gynécologue bourgeoise et cofondatrice du futur planning familial. Et à elles deux, elles vont changer la loi. Pour nous accompagner tout au long de ce récit, Annette Viviorca et Danielle Voltman, historienne et co-autrice de l'ouvrage Triste grossesse, l'affaire des époux Bach. Vous faites de cette femme une espèce de vamp. Les femmes sont exclues du monde judiciaire. De Circé. J'étais bête, Cruelle, méchante, inflexible, pleine de défauts. sadique et perverse. Femme coupable, L'audience est suspendue. un podcast La Première, de Juliette Proutot, Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'ait rien fait. préparé avec Margot Page Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. et réalisé par Anna Bui. On me coupera pas la tête. Épisode 2. L'affaire Ginette Bach, le procès de la contraception. Parce que la justice est construite sur des rites, nous suivrons nous aussi le protocole judiciaire, en commençant chaque épisode par l'arrivée de l'accusé au tribunal. Ginette Bach s'assoit en ce matin de juin 1954 sur le banc des accusés de la cour d'assises de la Seine, à Paris. Cette jeune femme de 26 ans s'apprête à être jugée pour homicide involontaire sur l'une de ses enfants, Danielle, faute de soins et de nourriture. Si son mari, Claude, est à ses côtés dans le box, force est de constater que l'opinion publique fait surtout peser la responsabilité de ce drame sur la mère. Voilà ce qu'on peut lire dans les rares journaux qui s'intéressent à l'affaire. Une enfant gâtée et épouse désordonnée, Ginette avait laissé mourir de faim le dernier de ses enfants. La molle Ginette, La molle Ginette, dit-on plus loin. On la dépeint comme une paresseuse. sans autre défaut, mais aussi sans autre qualité. De Claude, son mari, en revanche, on retient, Un homme sérieux, un bon ouvrier. dans le box des accusés, ils sont assis l'un à côté de l'autre, mais ne se regardent pas. Ginette est brune, elle a le visage rond, un menton bien dessiné. Elle porte un grand et large manteau qu'elle n'a pas boutonné jusqu'en haut. Elle tourne la tête, le buste, plutôt vers la droite, quand Claude est installé à sa gauche. Lui, il fait un peu plus vieux qu'elle, même s'il a le même âge, avec son visage fin, anguleux, ses sourcils un peu broussailleux. Lui non plus ne regarde pas son épouse. Il se tient bien droit, le visage tendu, et les mains fermement accrochées à la rambarde du box.
Comme c'est souvent le cas, rien ne prédestinait ce jeune couple à faire face un jour à une cour d'assises. Rien ne prédestinait Ginette à devenir le premier visage d'un combat qui la dépasse de beaucoup, celui de la contraception. Et pour comprendre ce qu'elle incarne, il faut revenir quelques années en arrière, avant que son histoire ne s'inscrive dans les archives judiciaires. Séquence 1, les grossesses de Ginette Bach. Ginette Bach est née en 1929, à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. Elle porte un handicap, une parésie, au niveau de son épaule et de son bras droit, dont elle ne peut pas servir. C'est peut-être lié à l'utilisation des forceps à sa naissance. Ginette, comme Claude, son futur mari, sont issus d'un milieu plutôt modeste, ouvrier. Quand ils se marient, Ginette est enceinte. Mais à quoi ressemble leur vie, à ce moment-là exactement ? C'est un milieu ouvrier modeste, mais pas très pauvre. Daniel Voldman. Et c'est pas un milieu, on va dire, socialement à problème. Historienne. Les parents sont là, les aident. Ils sont à la fois insérés dans la rue de la Gaîté, où habitait déjà Annette Viviorca, la grand-mère de Ginette. Historienne. Et où elle a grandi, dans des familles qui sont des familles solidaires, mais ils n'ont pas apparemment d'insertion sociale, à l'exception du travail de Claude Bach. Il semblerait qu'ils soient amoureux, enfin comme de jeunes gens à l'époque ou à toutes les époques, mais en fait ils se marient parce qu'elle est enceinte. Donc c'est déjà, je pense, pour leur vie future, quelque chose qui compte. Ils ne sont pas tout à fait raccords. Et ça vient aussi du fait que Ginette a une sorte de paralysie du bras, et donc elle est quand même handicapée. Elle est handicapée et elle a peut-être des rêves d'une relation amoureuse peut-être plus romantique. Et il est possible, ça on n'en sait rien, mais il est possible que le projet de mariage ait été peut-être pas favorisé, mais en tout cas, ça se faisait comme ça. Hein. Donc c'est pas triste, mais c'est pas hyper joyeux non plus. C'est donc dans cet environnement, ni triste ni hyper joyeux, que Ginette donne naissance à un petit Christian, en septembre 1948. La grossesse avait été assez éprouvante pour la toute jeune femme, elle avait été assez fatiguée et avait fini par perdre son travail. Elle a à peine le temps de prendre ses marques qu'elle tombe de nouveau enceinte. Un retour de couche, comme on dit. Jacques, son second fils, naît en novembre 1949, soit 14 mois à peine après l'arrivée du premier. Alors, le quotidien est intense, mais Ginette semble se débrouiller plutôt très bien dans sa nouvelle vie de mère de famille. Elle s'occupe bien de ses deux premiers, des deux garçons. De la vie, ils sont bien tenus, elle est fière d'eux, elle les gâte. La rue de la Gaîté, où elle habite à Saint-Ouen, tout près du périphérique, ça fonctionne comme un village. Dans ce village, dans ce quartier donc, on la voit souvent avec ses enfants, ça s'achète des bonbons à l'épicerie, en bas, ça se balade, c'est joyeux. Et si Claude travaille beaucoup à l'usine, pour compenser la perte du salaire de sa femme, il essaie d'être présent. Le jeune couple tente donc de construire sa famille, soutenu par les grands-parents. Il y a des nouvelles traditions qui se mettent en place, comme avec la Chandeleur, où tout le monde se réunit chez Claude et Ginette pour faire sauter des crêpes. Et puis, ils habitent au 1 rue de la Gaîté, c'est quand même bon signe. Bref, l'histoire commence bien. Mais l'histoire, elle s'assombrit rapidement. C'est la 3e grossesse qui fait un peu basculer les choses. Ginette accouche de son 3e enfant, Solange, en mai 1951. Et là, on voit la mère de Claude Bach s'alarmer. Elle semble avoir eu une affection particulière pour cette petite fille, la prendre chez elle. Et puis on voit tout qui se dégrade. L'appartement, pour les normes de l'époque, il est pas mal. Il fait une 50aine de mètres carrés. Il y a les toilettes et l'eau à l'intérieur de l'appartement, ce qui est très loin d'être la norme à l'époque. Mais à partir de ce moment-là, elle cesse de laver le linge. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de machine à laver.
Et tout se dégrade. Alors après, on peut se demander, et les psychiatres l'ont pas vraiment fait parce que c'est pas si facile, qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 premières grossesses avec ces 2 garçons qu'elle a aimés et dont elle s'est occupée, et la 3e. Il est possible que ça soit tout simplement la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Encore une fois, encore un enfant, peut-être. Effectivement, c'est beaucoup. C'est trop, en fait, pour la jeune femme. On parlerait aujourd'hui de dépression postpartum. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Si Claude peut fuir ses enfants, son foyer, sa femme, c'est pas le cas pour elle. Alors elle sombre, Ginette. Elle fait plus le ménage, elle fait plus la lessive. L'appartement qui n'était pas trop mal se transforme en taudis. Elle entasse les linges et les langes sales dans l'une des 2 seules chambres de l'appartement, et la pièce finit par être condamnée par un gros buffet qu'en bloque l'entrée. L'odeur qui s'en dégage est ignoble. Les enfants sont délaissés. Ginette plie sous le poids des responsabilités dans une société qui est toujours apeurée par son déclin démographique, donc toujours plus avide d'enfants, de futurs citoyens, de futurs travailleurs. Peu importe comment, peu importe le coût. Séquence 2, le drame à venir. Léonie, la belle-mère de Ginette, est inquiète. Elle demande de l'aide à une certaine Jeanne Ardouin, une assistante sociale des services de police qu'elle connaît du quartier. La mère de Claude tenait une sorte d'épicerie buvette. Hein. C'est des lieux de très haute sociabilité. Annette Viviorca. Donc, cette femme fréquente son bistrot. Et du coup, elle l'envoie. C'est une fonction nouvelle. Hein. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas avant la Seconde Guerre, cette fonction d'assistance sociale de la police. À partir de ce moment-là, que les services sociaux sont contactés et qu'ils viennent regarder un peu quel est l'état de l'appartement. Ils sont débordés, les services sociaux. Daniel Voldman. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, on leur signale qu'il y a peut-être quelque chose. Ils passent voir, puis ils laissent tomber. Les services sociaux auraient été peut-être plus vigilants. Peut-être qu'il y aurait eu un coup d'arrêt donné à cette dégradation qui n'a fait que s'accentuer. Et effectivement, les services sociaux viennent voir la famille, mais rien ne se passe. Ils planifient juste une visite 6 mois plus tard. Et Ginette accouche donc d'un autre enfant, un 4e, le 3 juillet 1952. La petite fille s'appelle Danielle, et elle vient au monde donc avec un handicap au niveau du bras, un peu comme sa mère, mais en plus sévère, puisque la main de la petite est complètement tournée vers l'intérieur. L'accouchement a été difficile, mais quand Ginette rentre chez elle, les choses semblent avoir changé. Claude semble s'être ressaisi, il semble avoir réintégré son foyer dans tous les sens du terme. Aidé des grands-parents, il semblerait que l'appartement ait été nettoyé, rangé, de façon à ce que, quand Ginette sort de la maternité, accompagnée des grands-mères et des autres enfants, on pourrait avoir l'impression d'un nouveau départ. En tout cas, on pourrait espérer. Oui, on pourrait espérer, ça va aller. Claude va s'investir, il va soutenir sa femme. Et puis Ginette, elle va être heureuse. Elle respire déjà mieux d'ailleurs dans son appartement tout rangé. Alors, ça va pas être de tourpeau avec 4 enfants, c'est forcé, mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. D'ailleurs, c'est ce que constate l'assistante sociale quand elle vient rendre visite au couple, comme ça avait été prévu. Elle rencontre les petits, qui lui semblent tous en pleine forme. Le logement n'est pas très grand, certes. Mais bon, c'est le cas pour la plupart des familles modestes du quartier. Et puis, l'important, c'est qu'ils soient plutôt bien tenus. Pour l'assistante sociale, donc, RAS, tout va bien. Alors, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Peut-être que Ginette se répète ces mots en boucle. Peut-être qu'elle s'y raccroche comme une branche. Elle espère. Ça va aller. Elle espère, mais elle sombre à nouveau. Elle casse. Elle se fait emporter par le courant de son torrent quotidien. Claude passe son temps au travail et puis l'agitation, les cris, la fatigue. Ah, il n'en peut plus. Alors de nouveau, il fuit. Et il semble que c'est là, que ce soit à ce moment précis, qu'un tournant dramatique s'opère chez Ginette et dans sa famille. En tout cas, ce qui est sûr,
et c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un pire au moment de l'arrivée de Daniel, qui est un pire parce que c'est un 4e accouchement en 4 ans, qu'il y a 3 petits dont il faut s'occuper, et pour comble, la pauvre petite Danielle a la même, ou quelque chose qui ressemble beaucoup, infirmité que Ginette. Donc c'est trop. Ginette est épuisée. Il faut l'imaginer quand même manipuler ces petits avec un bras paralysé et dans les conditions qui sont celles de l'époque. Et même si autour, il y a cette famille qui de temps en temps la décharge d'un ou 2 enfants, il n'en reste pas moins que c'est très lourd. Et la solution qu'elle prend, c'est de faire en fait comme si ce bébé n'existait pas. Il est confiné dans une chambre dont les volets sont clos, donc personne ne peut voir ce qui s'y passe. Elle le nourrit pas ou à peine. Elle ne s'occupe pas de son hygiène corporelle, elle ne le change pas. Et c'est presque une longue agonie pour cette petite fille qui en plus n'est pas stimulée, donc ne crie pas, ne pleure à peine. Donc la famille peut continuer à vivre comme si ce bébé n'existait pas. D'autant que dans ce temps-là, Claude a une aventure avec une copine de la rue de Ginette. Donc il y a aussi le désir qu'a Claude de se débarrasser de cette famille qui doit l'encombrer. Et puis les dettes qu'elle fait partout, parce qu'elle rachète du linge à crédit, elle achète chez l'épicier pas du coin qui est en face, dont la boutique est juste en face de chez eux, elle achète des conserves. Donc en fait, elle fait marcher à crédit ce qu'est cette famille. Ginette est donc à bout de force. Et quand elle apprend qu'elle est de nouveau enceinte d'un 5e bébé, alors là, elle découvre une nouvelle profondeur à sa solitude. Elle ne sait plus, elle ne peut plus s'occuper de ses enfants. Et c'est donc surtout Danielle, la petite dernière, qui en fait les frais. Ginette ne lave plus, ne nettoie plus ni l'appartement ni les enfants. Elle cache les linges sales sous les lits, et l'odeur nauséabonde de crasse envahit de nouveau l'appartement. Ginette se noie et elle est en train d'emporter ses enfants avec elle. Pourtant, quand Odette Roch, une assistante sociale, vient visiter la famille en décembre, 6 mois après la naissance de Daniel, elle ne trouve rien à redire. Dans son rapport, elle indique « Si la pièce où j'ai été reçue n'était pas impeccable, elle n'était pas spécialement sale. » Elle n'était pas spécialement sale. Et étant donné la présence de 4 enfants, elle était tenue de façon très normale compte tenu du milieu. Aucun signalement n'est donc fait suite à cette visite. Comment l'expliquer ? Comment l'assistante sociale a-t-elle pu rater les signes qui révélaient l'état catastrophique de cette famille ? Ils ont 2 pièces. Une pièce qui sert de chambre à presque tout le monde. Daniel Voldman. Et une pièce qu'on appellerait à vivre. Et donc, elle entre dans la pièce à vivre. Mais elle ne va pas dans l'autre, qui a les volets fermés. Et donc, elle ne voit pas. Et comme ce bébé ne pleure pas, ne crie pas, elle ne l'entend pas. On peut imaginer. En tout cas, elle n'a pas été curieuse de voir dans la 2e pièce. Un autre incident intervient à l'occasion de la Chandeleur de cette année 1953. Alors, en fait, donc, c'est une tradition. Les grands-parents viennent voir leurs petits-enfants et les enfants. On fait sauter les crêpes. Et là, les grands-mères trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'elle trouve que l'appartement est vraiment mal tenu. Alors, on parlait tout à l'heure des charges qu'avait cette pauvre Ginette. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de couches jetables. Donc, il fallait laver les couches, les faire sécher. Il n'y avait pas de machine à laver. Et les 2 grands-mères qui viennent tout joyeusement faire sauter les crêpes s'aperçoivent que les 2 petites filles sont pas bien tenues. Et elle s'alarme. Je crois me souvenir que la belle-mère de Claude emmène Solange chez elle et elle refont marcher les services sociaux.
a priori, personne se déplace. C'est ça. Il y a d'une part que personne ne se déplace, il y a par ailleurs qu'il y a eu des déplacements où on n'a pas ouvert la porte, elles n'ont pas le droit d'entrer dans un... Si on n'ouvre pas, elles n'entrent pas. Donc, il y a quand même d'un côté des parents... on va dire démunis, désemparés, l'un va voir ailleurs et l'autre ne fait plus rien. Et de l'autre côté, des services sociaux qui appliquent la loi. 3 semaines après l'incident de la Chandeleur, le 24 février 1953, Ginette donne le premier biberon de la journée à Daniel. Il est 8 heures. La petite le vomit entièrement. Et 2h30 plus tard, sans un bruit, allongée dans son lit, elle meurt. Quand Ginette réalise sa mort, elle court chercher Yvette, sa voisine. Pourquoi les deux femmes choisissent d'aller directement déclarer le décès de l'enfant à la mairie plutôt que de prévenir les secours, on ne sait pas. Que peut-il bien se passer dans la tête d'une femme qui s'est déjà tellement éloignée de la réalité quand elle doit affronter la mort de son enfant ? Sûrement pas grand-chose de rationnel ou de logique. Toujours est-il qu'en rentrant de la mairie, Ginette et Yvette habillent l'enfant, changent ses draps et appellent Claude, le père, puis les grands-mères, puis la police. Et ensuite ? Ensuite, c'est un peu le chaos. Tout le monde crie, la grand-mère gifle la jeune femme, Claude lui hurle dessus « Tu l'as tuée !» Le commissaire appelé sur place, Georges d'Auvergne, est accablé, consterné par la découverte du petit corps décharné de Daniel qui, à 8 mois, ne pèse plus que 2 kilos. Le lendemain matin, les autres enfants, Christian, Jacques et Solange, sont envoyés chez leurs grands-parents. Et le couple Bach est arrêté et inculpé pour défaut de soins à l'enfant. Et alors que la vie de Ginette prend un triste virage, alors que la jeune femme de 24 ans, enceinte de 2 mois, découvre la vie carcérale dans la prison de la Petite Roquette du 11e arrondissement de Paris, il est une femme, à quelques kilomètres seulement d'elle, Ginette ne la connaît pas encore, qui va avoir un impact déterminant pour son avenir. Séquence 3, Marie-André Lagroix-Veil-Allais. Marie-André Lagroix-Veil-Allais est une jeune gynécologue qui a épousé en pleine occupation un homme qui a une quarantaine d'années de plus qu'elle, qui est Benjamin Veil-Allais. C'est un partisan de la vaccination, un pastorien, comme on dit, un homme d'une certaine notoriété. Si, grâce à son époux, Marie-André intègre d'autres cercles professionnels, elle faisait déjà partie de la bourgeoisie. Elle vient d'une bonne famille catholique. La jeune gynécologue est d'ailleurs très pratiquante. Elle n'était donc pas, ni en tant que femme, ni en tant que médecin, destinée à s'intéresser à la contraception, encore moins à remettre en cause les principes qui gouvernaient la vie des femmes au début des années 50. À cette époque, les couples, les femmes, n'ont aucune marge de manœuvre en termes de procréation, de maternité. L'avortement, par exemple, n'est pas simplement considéré comme un crime, mais comme un crime contre l'État français, ainsi punissable de la peine de mort. Peine de mort qui s'applique évidemment aux femmes avortées, mais aussi à celles et ceux qui les aident. En juillet 1943, 10 ans à peine avant l'arrestation de Ginette Bach, une faiseuse d'ange, Marie-Louis Giraud, est guillotinée. 3 mois plus tard, c'est un autre assassin de la patrie, comme on les appelle, Désiré Pioge, qui est condamné à mort pour avoir pratiqué 3 avortements. Dans cette logique, la contraception, la tentative de contraception, le simple fait de s'informer sur des moyens potentiels permettant d'éviter de tomber enceinte, eh bien tout cela est évidemment interdit. C'est cette fameuse loi dont on parlait plus tôt dans cet épisode, la loi du 31 juillet 1920, la loi qui réprime la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Voilà donc à quoi ressemble l'époque où grandissent ou vivent les femmes comme Ginette Bach. Et c'est à ça que doit faire face Marie-André Lagroix-Veil-Allais, en tant que jeune interne dans les services de chirurgie. Elle voit passer de façon très concrète les conséquences de l'interdiction de la contraception. Elle raconte dans son livre « La grande peur d'aimer », publié en 1961, comment elle découvre, je la cite, « l'injustice et l'hypocrisie patronnées par la morale », quand des femmes qui débarquent à l'hôpital après des avortements catastrophiques subissent des curetages à vif sans anesthésie pour qu'on leur passe l'envie de recommencer. Elle raconte cette interne qui lui dit « Une femme qui se fait avorter commet un crime non seulement légal, mais moral.
comme si elle tuait un enfant. Un tel refus de la maternité est monstrueux. Lorsque les femmes en arrivent là, seule la peur de la souffrance peut les faire reculer une autre fois. Mais au-delà de son expérience dans les services de chirurgie, c'est la découverte du birth control aux États-Unis qui va changer la perspective de la jeune gynécologue. C'est aux États-Unis qu'elle prend conscience de cette possibilité qui est d'avoir la maîtrise de la fécondité par l'intermédiaire du contrôle des naissances. Alors, pas la pilule, comme on a l'habitude de le dire, parce que la pilule, elle n'existe pas encore, mais par le diaphragme, le PCR, enfin par un certain nombre de moyens plutôt mécaniques de contraception. Et pour elle, c'est une sorte de révélation. Il faut rajouter que Marie-André est aussi une fervente catholique. Et donc, quand elle va voir ces milieux qui prônent le contrôle des naissances, elle comprend pas parce qu'elle dit « Mon métier de gynécologue, c'est d'aider les femmes à être enceintes et à accoucher. » Et il se passe chez elle quelque chose d'important, c'est une révolution. Elle se dit « Mais en fait, pour bien avoir des enfants, il faut les avoir quand on veut. » Et donc, elle change. Je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'elle dit la méthode Ogino, ça marche pas. Elle commence à y réfléchir aux États-Unis. Après, quand elle retourne en France et qu'elle voit les ravages des avortements, elle fait encore un autre saut. Mais je pense que le début de son changement, c'est aux États-Unis. La première action publique, officielle en quelque sorte, de Marie-André pour initier un débat sur la contraception des femmes, eh bien, elle a lieu un mois après la mort de la petite Danielle Bach, le 4e enfant de Ginette et Claude. Mais à ce moment-là, la gynécologue n'a pas encore entendu parler de cette affaire. Marie-André décide de prendre position dans un article intitulé « Le contrôle des naissances à l'étranger et la loi française de 1920 ». Le titre lui-même est déjà osé. C'est la première fois que la loi de 1920 est directement citée, pour être mise en question. Marie-André part du constat suivant. Tous les médecins, et particulièrement les obstétriciens et les gynécologues, savent que le contrôle des naissances est très largement pratiqué dans toutes les familles, quelle que soit leur classe sociale, ou leur appartenance religieuse. Alors bien sûr, si vous avez les moyens, il est possible d'obtenir des contraceptifs, à l'étranger notamment. Mais pour toutes les autres, c'est quoi leurs options ? Le retrait, les douches froides, la fameuse méthode Ogino ? Cette méthode consiste à calculer les jours de fertilité pendant lesquels il convient de s'abstenir d'avoir des rapports. La méthode Ogino, elle a l'avantage d'avoir été autorisée par le pape. Mais elle a le désavantage non seulement d'être d'une fiabilité ridicule, mais aussi d'avoir initialement été pensée pour aider les femmes à tomber enceintes, et pas l'inverse. Selon la gynécologue, les conséquences de cette situation pour les femmes issues de milieux plutôt modestes résident dans la multiplication d'avortements criminels et dangereux. Elle conclut donc son article en soulignant que, dans ces conditions, l'abolition de la loi de 1920 constituerait l'un des moyens de lutte les plus efficaces contre l'avortement criminel, diminuant ainsi les risques de stérilité secondaire et permettant de ce fait un plus grand nombre de grossesses ultérieures. Autoriser la contraception pour finalement permettre la naissance de plus d'enfants, la rhétorique est maligne pour l'époque. Et pourtant son discours ne prend pas. Son article ne trouve aucun écho nulle part. Elle fait chou blanc, et Marie-André comprend vite pourquoi. Il lui faut quelqu'un pour incarner le combat. Et c'est là que Ginette Bach entre en scène. Séquence 4. Une victime, 2 procès et combien de coupables ? Alors que Marie-André Lagroix-Veil-Allé est en train d'affiner sa stratégie, Ginette s'assoit dans le box des accusés de la cour d'assises de la Seine avec son mari. Nous sommes en juin 1954, un an environ après la mort de la petite Danielle, et le procès des époux Bach commence. Parmi les jurés sélectionnés, aucune femme. 7 hommes, de 36 à 66 ans, exerçant des professions diverses, de fleuriste à agent de forge, en passant par un directeur en assurance. Quant aux témoins, on en compte 7 aussi. Germaine et Léonie, les grands-mères, Georges d'Auvergne, le commissaire de police qui a découvert le corps de la petite, 2 médecins, psychologues et gynécologues, les docteurs Gouriou et de Robert, et puis enfin les 2 assistantes sociales liées au dossier, Jeanne Ardouin et Odette Roch. Les médias ne semblent pas vraiment s'intéresser à ce fait divers, qui est certes terrible, mais somme toute assez ordinaire.
Le procès, il se déroule dans une très large indifférence. Extrêmement peu d'articles de presse, les faits divers qui concernent les abandons d'enfants, les enfants maltraités, sont assez fréquents dans la presse. Donc il y a ce fait divers dont on mesure à distance à quel point il est dramatique. Il se déroule dans une relative indifférence et la condamnation de Ginette et de Claude est unanime dans la presse. Nous avons eu une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On était parti dans l'idée qu'on ferait porter toute la responsabilité à Ginette. Et on a trouvé que le juge était vraiment très bien parce que le juge a considéré que Claude était aussi, peut-être même plus responsable, parce qu'il avait une acuité intellectuelle plus grande que celle de sa femme et qu'il n'avait rien vu. Et c'est étonnant, il voit sa petite fille nue dans un état qu'il compare aux photos des camps de concentration. On est quelques années après l'ouverture des camps, et il en est tout surpris. Il n'a donc jamais vu Daniel nu. Le fait de mettre en accusation aussi fortement les services sociaux, ça a été aussi une stratégie de la défense, qui était que si les services sociaux sont responsables, Claude et Ginette le sont un petit peu moins. Et dans le procès, c'est vrai que l'accent est beaucoup mis sur les services sociaux. Donc, il faut trouver un responsable. Donc, les responsables, c'est soit les parents, soit les services sociaux. Et nous, à distance, on se dit aussi que les responsables, c'est l'absence d'éducation, notamment d'éducation sexuelle, le caractère un peu amorphe et peu réflexif, j'essaie de trouver des mots de Ginette, neutre, et l'époque, avec quand même cette curiosité, c'est qu'à aucun moment, il ne pense à l'avortement, alors que toute cette période qu'on caractérise comme le baby-boom, donc Claude et Ginette Bach sont vraiment les grands représentants, c'est aussi la période du grand boom de l'avortement. Or, à aucun moment, il y a cette idée qu'on aurait pu, comme on disait à l'époque, faire passer un de ses enfants. Il y a les deux, ils ont l'air complètement démunis, ils ne pensent pas à l'avortement, du moins on n'a pas de traces, ils ne pensent pas non plus à la contraception. À un moment, il y a un magistrat qui demande à Claude, mais vous ne faisiez pas... Et il répond, sans doute que je ne faisais pas comme il fallait et qu'elle était très fertile. Ça donne quand même une idée de dans quel climat ils étaient vis-à-vis de donner la vie et de la éventuelle séparation entre la sexualité et la reproduction, la procréation. Durant les 2 jours d'audience, aucune allusion à la loi de 1920, celle qui interdit la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Aucune allusion à ce qui fait qu'une jeune femme de 19 ans se trouve dans l'obligation juridique, l'obligation pénale, d'assumer 5 grossesses en moins de 7 ans. On sent d'ailleurs le malaise un peu hypocrite des magistrats, qui ont envie de dire « oui, ils auraient dû prendre leurs précautions pour pas avoir plus d'enfants que ceux dont ils étaient en mesure de s'occuper ». Mais tout en sachant que ces précautions, justement, elles sont a priori interdites par la loi. Ginette et Claude Bach sont reconnus coupables et condamnés à 7 ans de réclusion pour privation de soins et d'aliments à enfants ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Claude est par ailleurs déchu de sa puissance paternelle. Le journal L'Aurore écrira « Les ignobles parents » en dessous d'une photo du couple prise au tribunal. L'histoire de cette famille déchirée, de cette femme qui est fracassée, aurait pu se terminer là.
si le vent, pour une fois, n'avait pas tourné en faveur de Ginette. La grande chance de Ginette, et puis ensuite de Claude, c'est d'avoir eu comme avocate, commise d'office, une très jeune et très brillante avocate qui s'appelle Odile Fleury Bertrand, quand elle a collé son nom de femme mariée. C'est cette femme qui va la défendre, qui ne va pas empêcher que Claude et elle-même soient condamnés chacun à 7 années de prison, mais qui ensuite va trouver le petit vice de forme qui a permis de casser le jugement et de faire un second procès. Une de nos découvertes, à Daniel et à moi, ça a été qu'il n'y avait pas un procès, comme disait toute la littérature, mais qu'il y en avait 2. Et c'est le second procès qui se déroule donc 2 ans après le premier, dans un air du temps qui a changé de façon impalpable, qui va faire basculer les choses. En effet, grâce à Odile Fleury, la décision de la cour d'assises de la Seine est cassée pour vice de forme 10 mois après le procès. Nous sommes en mars 1955. L'avocate est effectivement brillante. Elle s'est rendue compte que le ministère public, c'est-à-dire l'avocat général, n'était pas présent à l'énoncé de la condamnation, au moment du verdict. Alors, d'un point de vue pratique, concrètement, ça ne change rien, mais d'un point de vue juridique, eh bien, ça change tout. Un nouveau procès doit donc être organisé. Et c'est grâce à l'organisation de ce second procès, qui a généré dans la presse quelques articles, que Marie-André Lagroix-Weil-Hallé entend parler de Ginette Bach. Et ces articles, ça va être pour elle, en quelque sorte, une opportunité d'essayer de porter la question de la contraception à l'extérieur du milieu médical qui est farouchement hostile et qui en plus d'une très très grande misogynie. Il n'y a pratiquement que des hommes. Donc ça va être cette idée que, eh bien, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose de plus médiatique, comme on ne disait pas à l'époque. L'attention qu'elle a eue au fait que la presse ait parlé de ce premier procès, que sinon ça ne l'aurait pas intéressée. Elle s'est dit là, je vais pouvoir élargir l'audience et passer par-dessus les milieux médicaux que je n'arriverai pas à convaincre, puisque j'y suis pas arrivée, ça ne marchera pas. Donc il y a une différence entre les 2 femmes, je ne parle pas de Ginette, mais de l'avocate et de la gynécologue qui est citée comme témoin volontaire, de faire de ce procès quelque chose qui ne soit pas seulement accuser une femme, voire un couple, mais accuser la non-possibilité d'avoir recours à la contraception. Le procès commence en juillet 1955 et cette fois, en plus des anciens témoins, Marie-André va être entendue en tant que témoin volontaire. Elle intervient notamment après le docteur Gouriou, le psychiatre, qui avait examiné Ginette lors du premier procès. Le médecin se sent comme coupable vis-à-vis de l'accusé. Il a l'impression qu'on ne l'a pas correctement entendu, notamment en ce qui concerne la dimension sociale du drame, l'importance de la précarité économique de la jeune femme. Devant les juges et les jurés, il affirme « J'ai déjà plaidé pour cette femme, et lorsqu'elle a été condamnée à 7 ans de réclusion, je me suis dit que j'avais été mal compris. Si elle avait été riche, nul doute qu'on l'aurait soignée et qu'on l'aurait envoyée dans une maison de santé, mais c'était une femme d'ouvrier, on ne s'est pas beaucoup occupé d'elle. » Cette déclaration prépare le terrain pour Marie-André, qui, avec son allure élancée, un peu bourgeoise, ses cheveux blonds bien mis, impressionne. Elle n'a pas une empathie particulière pour les accusés, alors que Odile Fleury, elle s'est impliquée dans les procès, elle essaye de trouver les meilleurs moyens de défense, alors que Marie-André Lagroix, elle, ce qu'elle veut, c'est que ce procès serve de caisse de résonance pour légaliser la contraception, c'est-à-dire briser l'interdiction de propagande de la loi de 1920. Et elle le veut d'autant plus qu'elle a essayé d'alerter les milieux médicaux, qu'elle a fait plusieurs articles dans des revues médicales, ça n'a rien donné, qu'elle a essayé de convaincre les médecins qui ne sont pas convaincus. Avec cette idée, qui va être aussi d'ailleurs celle de Simone Veil,
que la contraception va mettre fin à l'avortement. Le témoignage de Marie-André fait mouche. Elle offre aux jurés, aux juges, une autre grille de lecture du drame des époux Bach. Une autre explication. Alors, pas une justification, mais une explication à la mort de la petite Danielle. Odile Fleury, l'avocate des Bach, s'éloigne de la théorie et revient, elle, sur le couple. Contrairement à Marie-André, l'avocate mise sur l'empathie. Alors elle raconte la situation difficile du couple, l'état de santé physique, psychologique de Ginette. Elle revient aussi sur la responsabilité des services sociaux, qui étaient au courant de la détresse de la famille, de l'effondrement de la jeune mère, qui n'avait aucun moyen pour s'en sortir. À la fin des débats, on sent un peu plus de compassion dans la façon dont les regards se posent sur Ginette. Le président du tribunal décide alors de poser une question subsidiaire aux jurés. Il demande « Souhaitez-vous que l'on modifie les charges portées à l'encontre des accusés et que l'on substitue à l'accusation de crime d'homicide involontaire le délit de mort causé par maladresse et négligence ?» La réponse est oui. Et le 7 juillet 1955, après un court délibéré, Ginette et son mari sont reconnus coupables d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention et négligence, été involontairement la cause de la mort de leur fille Danielle. Ils écopent d'une peine de 2 ans d'emprisonnement, bien inférieure aux 7 années initialement prononcées à leur encontre. De soulagement, Ginette fond en larmes dans les bras de son mari. Et parce qu'ils ont déjà effectué ces 2 années de prison, le couple ressort libre du tribunal. Ils récupèrent progressivement la garde de leurs enfants et s'installent de nouveau au 1 rue de la Gaîté. Ginette tombera enceinte encore 2 fois. Séquence 5. La guerre est déclarée. Alors que Ginette rentre chez elle et tente de reprendre le cours de sa vie, Marie-André Lagroix-Veil-Allais compte bien utiliser l'écho médiatique du procès pour poursuivre son combat pour la contraception. À la fin de l'année 1955, elle participe à un colloque organisé notamment par l'Ordre des médecins qui se tient moins de 3 mois après la condamnation de Ginette et de Claude. C'est la seule femme médecin à prendre la parole. En réalité, à l'exception d'une infirmière, c'est la seule femme tout court à intervenir dans le colloque. Sa présentation s'intitule « Du conflit entre la loi et la conscience professionnelle du médecin ». Nous sommes donc à la fin de l'année 55 et clairement, les scientifiques français ne sont ni prêts ni même intéressés à entendre le discours de Marie-André. Un professeur de médecine s'exclame « Laissez les ménages se débrouiller seuls et ne pénétrez pas dans leur intimité. » Un prêtre, le père Riquet, présent au congrès avec d'autres autorités religieuses, se désole. La seule note pessimiste de la conférence est donnée par une femme. Si Marie-André comprend que son intervention est un échec, qu'elle ne tirera rien de ses pairs, elle n'abandonne pas la partie pour autant. Non, elle est intelligente, elle s'adapte et elle change de tactique, et vite. C'est au public désormais qu'elle va s'adresser. Et celui qui va l'aider, c'est Jacques de Rogy, un ancien résistant, communiste, journaliste pour Libération. De Rogy embrasse le combat de Marie-André et signe en octobre 1955, pour Libération, une enquête intitulée, de façon un peu provocatrice, « Les femmes sont-elles coupables ?» C'est la première fois que la question de la contraception et de la loi de 1920 est traitée publiquement dans les médias. L'un des articles est d'ailleurs titré « La loi sur les anticonceptionnels est une erreur législative ». Dans la foulée de Libération, le journal France Observateur publie la question à sa une. 600 000 avortements valent-ils mieux que le contrôle des naissances ? Le fait divers est devenu fait de société. La machine pour le droit à la contraception est lancée. Mais la route est longue, très longue. Et alors que les politiques commencent à peine et à regret à s'intéresser à la question, Marie-André Lagroix-Veil-Allais continue le combat, autrement. Elle réfléchit à créer une association pour permettre aux femmes et aux couples d'obtenir des informations, des solutions, pour reprendre un peu le contrôle sur leurs facultés de reproduction. La maternité heureuse, voilà le nom qu'elle a trouvé. Et si ce nom ne vous dit rien, il s'agit de l'ancêtre du planning familial. Et cette idée de maternité heureuse, elle ne l'a pas eue toute seule. C'est bien un trio qui en est à l'origine. Un trio composé de son mari, Benjamin, et de la sociologue et militante féministe, Evelyne Sulro. Peut-être que ça émerge dans 3 têtes pour ces débuts de la maternité heureuse, qui est donc la première organisation avec un conseil d'administration composé uniquement de femmes. Et en fait, on ne peut pas penser la maternité heureuse sans penser ce trio. C'est quoi l'ambition du projet ? L'ambition, c'est des enfants quand on veut, pour pouvoir bien les éduquer. C'était déjà l'idée de
de ce mouvement pour la puériculture, qui était l'idée qu'il ne fallait pas trop d'enfants. Donc l'idéal de l'époque, c'était pas plus que 5. 5, c'était bien. On voit qu'on a beaucoup diminué l'idéal. Voilà. Mais c'est ça. Des enfants, quand on veut, quand on peut, si on veut. Et ces enfants-là, au moins, on les éduquera bien. C'est ça, l'idéal. On a l'habitude de dire, et je pense qu'on se trompe beaucoup, on projette beaucoup du MLF des années 68 sur le passé. C'est pas du tout la question de la maîtrise du corps, de la jouissance de la femme qui est là. C'est vraiment la famille. C'est la maternité heureuse pour la famille heureuse. Et ça, c'est sur le plan théorique. Mais sur le plan pratique, c'est une association qui permet de faire venir, surtout d'Angleterre, des moyens contraceptifs, des PCR, des diaphragmes. Donc il y a les deux. Il y a toute une philosophie, mais il y a aussi, si vous devenez membre de cette association, vous pouvez avoir des moyens contraceptifs. Parce que c'est une façon de contourner la loi de 1920 qui interdit et la publicité et la vente de produits contraceptifs. Là, ça devient quelque chose d'associatif. Donc on est dans un droit qui est différent. Voilà, on est dans le privé. La contraception abordait un sujet qui était, disons-le, tabou. Comme on disait à l'époque, oh, mais mon brave monsieur, on ne parle pas de ces choses-là. Le 18 mai 1966, Lucien Neuwirth, député UDR de la Loire, dépose devant l'Assemblée nationale sa proposition de loi visant à autoriser la contraception. Même au niveau gouvernemental, je dois dire qu'il a fallu l'autorité du président de la République, l'autorité du général de Gaulle, pour inscrire à l'ordre du jour cette proposition de loi. À cause de l'opposition politique et de la sensibilité du sujet, on l'avait accusé d'être le fossoyeur de la République. Alors il faut attendre plus d'1 an pour que le texte soit examiné. 1 année de perdu. 1 année, c'est court et c'est long à la fois. 1 an, c'est un détail dans la temporalité parlementaire, mais dans la vie d'un couple, dans la vie d'une femme. Toujours est-il que le 1er juillet 67, quand les débats sur le projet de loi débutent, ça peut dire que l'opposition est virulente. Et comment dire, toutes les excuses sont bonnes. Il y a ceux comme Jacques Hébert, député de la Manche, qui considèrent que la pilule est, d'un point de vue médical, dangereuse. Il affirme « Nous avons le devoir, nous qui sommes, en tant que législateurs, les responsables du patrimoine biologique des Français, de ne pas autoriser la diffusion de produits dont les conséquences lointaines sont encore très mal connues. » Un autre député, Jean Koumaros, estime dans un élan romantique que si les enfants ne sont pas toujours engendrés par la réflexion et par la raison, ils le sont dans un élan d'amour irrésistible, comme l'exige la nature et l'instinct de continuité de l'espèce humaine. Sans doute que Ginette Bach serait d'un avis différent. Mais surtout, ce député s'inquiète, il interroge. D'autre part, les maris ont-ils songé que désormais c'est la femme qui détiendra le pouvoir absolu d'avoir ou ne pas avoir d'enfants en absorbant la pilule, même à leur insu? Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les femmes ne seront plus que des objets de volupté stérile. C'est donc après de longs et houleux débats que le texte est adopté en décembre 1967. Mais parce que l'Église catholique fait pression sur le gouvernement, il faudra attendre encore 2 ans pour que la loi Neuwirth entre en vigueur. En 1969, 16 années après la mort de la petite Danielle Bach, les Françaises ont enfin accès à la contraception. À ce moment-là, en Belgique, et alors que ça fait presque 15 ans que les Américains ont inventé la pilule, on n'a toujours pas le droit de vendre légalement des diaphragmes, par exemple. Les femmes belges doivent attendre 1973 et l'affaire Pears pour avoir librement accès à différents moyens de contraception. Le crime de Ginette Bach, parce qu'il a été instrumentalisé par Marie-André Lagroix-Veil-Hallé, a donc permis de faire bouger les règles concernant la maternité, d'éloigner un peu la justice du corps des femmes. Ce faisant, c'est la définition même de ce qui fait ou non crime dans la société qui a changé. Et si le crime de Ginette, comme celui de Véronique Courgeot et de ses infanticides dont nous avons parlé durant le premier épisode de cette série, eh bien, si ces crimes relèvent de la cellule familiale, de la sphère intime, il est d'autres violences de femmes qui se déploient cette fois à l'encontre de la société tout entière. Des crimes qui montrent que, tout autant que leurs homologues masculins, les femmes peuvent choisir la cruauté, la perversité,
et intégrer ses pulsions dans un cadre idéologique. Elles peuvent se révéler même dans l'atrocité. Parce que la banalité du mal n'est pas l'apanage des hommes, le prochain épisode de notre série sera consacré à l'une des rares femmes nazies jamais condamnées. Irma Grese, l'abominable gardienne des camps de concentration nazis de Ravensbrück, d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, condamnée à mort à seulement 22 ans. Les femmes nazies et le procès d'Irma Grese, à retrouver donc dans le prochain épisode de notre série Femmes coupables. Merci à Annette Viviorca et Danielle Woldman, historienne et co-autrice du livre Triste grossesse, l'affaire des époux Bach, paru aux éditions du Seuil, l'un des seuls ouvrages consacrés à cette histoire, et sans lequel cet épisode n'aurait pas pu exister. Avec les voix de Margot Page, Hugo Combes, Cyril Théophilos et Delphine Cotineau. Femmes coupables, un podcast La Première, de Juliette Proutot, préparé avec Margot Page et réalisé par Anna Bui. Tous les épisodes de la série Femmes coupables consacrés au grand procès de femmes sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.